Alors, ma première réponse serait non, clairement pas, dans le sens où de toute façon, ce que tu feras dans le privé après n'aura aucun lien avec ce que tu as fait durant la thèse. Peut-être que par hasard, tu tomberas sur un projet qui a un lien, mais par Ok. hasard. D'accord? Clairement, voilà, c'est le sujet de thèse, il est important parce qu'il permet de démontrer tes capacités de recherche, d'innovation, tout ça, mais après, le thème en soi n'est pas forcément, voilà, est pas forcément hyper important. Ok, merci. Et Dans ce cas, justement, Marine, c'est toi qui as parlé? Oui, justement, la question c'était, est-ce que faire un PhD, ça pourrait poser plus de soucis pour continuer dans le milieu industriel par rapport à quelqu'un qui n'a pas de PhD? Je la prends celle-là, Oui, Amanda, vas-y, vas-y, ouais. vas-y. Alors, tout dépend de, enfin, comment dire, ce qu'on appelle des problèmes. Pour trouver un travail tout de suite, c'est ça? Directement après? C'est ça? Souvent, la question est là. Souvent, les gens disent, ah, trouver un PhD, une fois qu'on a un PhD, trouver du travail, c'est un peu plus long, alors que si on a juste un master, par exemple, bah, on peut trouver du travail très vite, ce qui est souvent vrai. Euh, Néanmoins, c'est pas le même type de travail, en fait, en vrai. Donc, effectivement, quelqu'un qui s'arrête au master sera probablement impliqué à faire de la paillasse beaucoup plus longtemps après son embauche. Généralement, quand on prend des PhD, en fait, donc dans les grandes pharma, typiquement, les PhD embauchés, bon, je parle en chimie organique, ils font de la paillasse que 6 mois. Et après, c'est fini, en gros. Euh, et alors qu'effectivement, les gens qui embauchent un master ont une séquence à la paillasse qui est plus longue. Donc, effectivement, et après, les postes qu'on peut atteindre ne sont pas non plus les mêmes, non plus. En tout cas, maintenant, effectivement, il y a eu un temps dans le passé où un master qui était vraiment brillant et qui défiait toutes les expectatives, hein, qui vraiment était très brillant dans tous les domaines, pouvait facilement grimper les échelles et arriver à des postes similaires au PhD. Maintenant, c'est un peu plus rare. Voilà. Donc, Et, oui. et après ces 6 mois de paillage, justement, après un PhD, quelles sont les missions concrètes dans le milieu industriel? Alors ça, on en vient un petit peu à qu'est-ce que la chimie médicinale, un petit peu. En fait, la chimie médicinale, c'est mettre en relation beaucoup de domaines. Un chef de projet en chimie médicinale, il y aura une partie qui sera de la synthèse, c'est vrai, une partie seulement, mais il y a aussi de l'ADME, de l'APK, c'est-à-dire de l'ADME, c'est-à-dire comment les molécules évoluent dans le corps, comment elles se distribuent. Après, il y a une partie peut-être de brevet éventuellement, il y a une partie de modélisation in silico. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui se font et qui en fait ne laissent plus vraiment de temps de faire de la paillasse à proprement dit. Le métier de chef de projet en chimie médicinale, il est là pour faire des choix orientés plus que pour faire proprement dit. Ça répond à la question? Et est-ce que ça existe? Parce qu'en fait, quand on est à la fac, j'ai l'impression qu'on n'a aucune idée, tant qu'on n'a pas fait de stage en milieu industriel, de ce que c'est. Est-ce que c'est possible de faire des stages, par exemple, de quelques jours, même ouais, 2, 3 jours, pour savoir concrètement c'est quoi comme type de métier? Parce que, mis à part les enseignants-chercheurs qui nous entourent à la fac, on n'en a aucune idée. Justement, on est là pour ça aussi. En fait, c'est pour ça en fait, qu'on a créé ça, parce qu'en fait, justement, on se rend compte qu'il y a un problème d'expliquer ce qu'on fait, en fait, vraiment. Alors, un stage de quelques jours, la réponse est non, je vais être clair. Par contre, un stage de plusieurs mois, oui, c'est possible, effectivement. C'est assez intéressant de pouvoir faire un stage. Alors, je ne sais plus, il y a des stages en L3, je crois, en M1 et en M2. De faire un de ces stages dans le privé, je pense que ce serait bien. Ça permet de voir. Clairement, les objectifs ne sont pas les mêmes, les ambitions ne sont pas les mêmes. Euh, donc, voilà. Mais faire un stage de quelques jours, non, parce qu'en fait, ça demande. Enfin, accueillir quelqu'un qui est nouveau dans l'entreprise, ça demande du temps, essentiellement. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a beaucoup.
Donc, on va investir ce temps si effectivement c'est pour un stage un peu long, quoi. Il y a vraiment un objectif, il y a du travail qui va être fait. Mais juste un stage de découverte comme ça, une semaine, le temps il sera assez peu investi, je pense. Voilà. Moi, j'ai une question. Allô? Oui, oui. T'entends. Alors, donc, ce serait un peu au niveau des perspectives d'évolution dans le métier de la medchem en France, dans le privé. Est-ce qu'il y a vraiment de la place ou faut aller du coup à l'étranger pour pouvoir avoir ce genre de métier? Frédéric, tu veux répondre? Ouais, je peux répondre. Bah, oui, il y a de la place. Alors, c'est sûr qu'en France, on n'a pas une industrie pharma aussi puissante que globalement en Europe, c'est la Suisse, l'Allemagne et l'Angleterre, puis les US et le Japon, par exemple. Effectivement, on n'a pas cette puissance-là d'avoir de la grosse pharma. Il y a beaucoup de sites qui ferment, mais les sites, ils sont repris souvent, c'est-à-dire repris par des structures plus petites, des biotech, de la CRO. Donc oui, on a toujours besoin de chimie médicale en France. Après c'est vraiment pas le même travail, je pense, quand on est dans un CRO, de quand on est dans une grosse pharma. Moi, par exemple, j'aime bien faire de la paillasse, par exemple. Donc, j'accepte en fait de ne pas forcément avoir une échelle de progression de carrière comme je pourrais avoir dans une pharma parce que j'aime bien faire la paillasse. Et je sais que si je vais dans une grande pharma, la paillasse, pour moi, c'est fini, en gros. Donc, voilà, la question, c'est de savoir ce qu'on aime faire aussi. Enfin, c'est bien d'avoir des ambitions de progression, mais voilà, c'est aussi savoir ce qu'on aime faire. Mais oui, il y a encore des sites en France qui font de la medchem. Oui, clairement, il y en a. Voilà. Moi, je suis autour de Lyon. Il y en a à Lyon, il y a une forte industrie chimique et ça va de la chimie fine, enfin de la pharma à la chimie fine jusqu'à la chimie lourde. Donc, oui, on peut trouver. Mais effectivement, la France, historiquement, n'a pas eu la force de frappe que peut avoir la Suisse, Allemagne, par exemple. Et Frédéric, juste, il t'a demandé aussi sur les post-docs. Est-ce que c'était un critère vraiment important pour être recruté dans une Alors, industrie? pour rappeler quand même, initialement, le postdoc, il n'était pas fait historiquement, il n'était pas fait pour, en fait, comment dire, historiquement, il n'était pas, il n'y avait pas besoin d'avoir un postdoc pour avoir un poste. Mais à un moment, il y a eu une petite période où il y avait moins d'embauches, donc le postdoc était une manière d'attendre un poste un petit peu. Et puis, ça c'est un petit peu, voilà, maintenant les gens font un postdoc, deux postdocs, voilà. En tout cas, je parle pour le privé, hein, évidemment. Donc, en fait, le postdoc, tout dépend en fait de la conjoncture un petit peu. En ce moment, par exemple, nous, on embauche des gens qui n'ont pas de postdoc parce qu'il y a une conjoncture, on a besoin de chimistes. Et voilà. Mais effectivement, voilà, c'est l'offre et la demande, hein, de toute façon, hein, c'est clair. Mais le postdoc, il est bien aussi. Enfin, voilà, si vous aimez faire de la synthèse, tout ça, le postdoc, c'est bien, ça vous permet de voir autre chose. Parce qu'on est en thèse, on a son petit confort, ses habitudes, on connaît les personnes, tout ça. Aller faire un postdoc, c'est souvent être expatrié, avoir un sujet auquel on ne connaît rien, d'autres personnes, d'autres méthodes de travail. Moi j'ai fait mon postdoc, j'ai trouvé ça bien. Mais est-ce que j'en aurais eu besoin vraiment pour avoir un poste? C'est pas sûr. Mais bon, voilà. J'espère que ça répond à la question. Oui, Alexandre, tu peux prendre la parole. Oui, excusez-moi, j'aurais une question. Vous avez dit que à terme, quand on a un PhD, on s'éloigne de la paillasse. Et du coup, quelles compétences il faudrait développer pour pouvoir en fait travailler en industrie? Après, je pense à un moment en c'est pareil pour toi. Je pense que tu peux prendre ça là de question si tu veux. Après, je compléterai éventuellement, mais Ben, moi, par exemple, la paillasse, j'ai été recrutée que depuis septembre. Donc, en gros, depuis septembre, j'ai dû manipuler peut-être 4 ou 5 mois. Donc, c'est quand même pas mal. Parce que du coup, l'autre compétence, les autres missions que j'ai, c'est faire les cours. Donc, quand on est maître de conférence, on a 192 heures à faire de manière obligatoire. Donc, ça prend beaucoup de temps. Après, il faut aussi s'investir dans la vie de l'université. Donc, ça, par contre, c'est une facette du métier pour lequel on n'est pas du tout formé, hein. En gros, il faut suivre des réunions avec le doyen de l'université, participer aux commissions pédagogiques, aux examens, etc.
Donc ça, par contre, bon, ça plaît ou ça plaît pas. Donc c'est un peu tout ce qui est paperasse. Et après, il y a tout ce qui est encadrement d'étudiants, les rapports, etc., qui prennent du temps aussi. Donc c'est sûr que moi, je ne suis pas 100% à la paillasse. Et que je pense que de plus en plus, ben, plus on augmente en année et de moins en moins on est à la paillasse. Et surtout parce que après, on a des étudiants, des stagiaires, des M1, des M2, des postdocs, des thésards qui peuvent du coup nous servir de petites mains. Et nous, finalement, on est plus la personne qui va manager, superviser l'équipe pour que les projets avancent. Voilà, moi, de mon côté, bah, effectivement, les autres compétences, en fait, un projet de Medchem, c'est beaucoup de partenaires différents dans lesquels la chimie a un rôle important, mais un rôle seulement. Et elle ne fait pas tout. Et donc, en fait, il faut être capable de parler avec ces personnes. On ne vous demande pas d'être expert dans tous les domaines connexes. Par contre, il faut pouvoir parler avec ces experts et faire la synthèse de toutes les données qu'on reçoit, de tous les paramètres, de tout composé pour faire avancer le projet dans la bonne direction. La Medchem, c'est des projets où, voilà, dans un projet typique, on va optimiser une cible, sur un ligand sur une cible, mais bon, il y a la puissance, c'est important, il y a la solubilité, c'est important, il y a la métabolisation, c'est important, il y a tout ça. Et tous ces paramètres, ils vont les uns contre les autres. Et en fait, nous, notre travail, c'est de faire de l'optimisation multiparamétrique, en fait, en gros. Et donc, voilà, globalement, il faut être capable de parler avec tous ces gens. Les personnes qui vont faire le test biologique, ce n'est pas vous qui allez le faire. Vous allez typiquement donner les composés, les tester, on va vous rendre un EC50 ou quelque chose comme ça, qui ressemble à ça. Et il va vous parler de ce test et vous, il faut être capable de comprendre ce qu'il a fait et de ne pas seulement avoir les chiffres. Voilà, de manière générale, on va donner le produit, on va vérifier, les produits sont solubles, ils ne sont pas solubles, ils sont métabolisés. Voilà, il faut être capable de parler avec ces personnes. Et à la fin, de prendre toutes les données, tout ça, et d'optimiser à nouveau, de faire un nouveau cycle. Donc, souvent, on parle de cycle comme ça, c'est-à-dire qu'on fait des molécules, on teste tout, hop, on fait un nouveau cycle, on prend les meilleurs, on refait un nouveau cycle, ainsi de suite. Donc, c'est... Oui. Non, je rajouterais juste que c'est Alexandre qui a posé la question. En gros, Alexandre, si tu veux, un jour, si tu es chef de projet ou MCU, si tu veux rester à la paillasse, ben, tu pourras. Tu ne pourras pas le faire 100% du temps, tu ne pourras pas le faire de manière peut-être régulière, mais si tu veux rester à la paillasse, ben, jusqu'à 70 ans, tu pourras être à la paillasse. C'est plus une question de motivation et toi, ce que tu veux vraiment garder comme facette du métier, quoi. Donc, si tu veux manipuler, ben, tu pourras. Et si tu veux pas, ben, tu essaies de trouver des sous pour que les gens manipulent à ta place. En gros. Donc, voilà, donc c'est ça, en fait, la question. Là, C'est toi ce que voilà, ce qui est important vraiment dans les projets médicaux, c'est comprendre c'est que la chimie, c'est un outil. Mais voilà. Donc, il faut être capable. Oui, vas-y. Et du coup, est-ce qu'on est amené à manipuler d'autres outils? Parce que moi, par exemple, j'ai une formation de chimiste organicien. Donc, j'ai fait des stages en synthèse totale, en synthèse organique, en hémisynthèse, voilà. Mais récemment, je me suis mis à développer des compétences, par exemple, en modélisation pour pouvoir faire du drug design assisté par modélisation. Est-ce qu'on a cette possibilité d'avoir plusieurs casquettes parce que justement, on est chef de projet et qu'on est un peu éloigné de la paillasse? Ou est-ce que, au final, comme vous le disiez un peu précédemment, on va juste me demander de comprendre et d'interagir avec les personnes qui se font faire ces missions-là au final? Alors, par exemple, s'il y a un biologiste qui fait les essais, il faut juste que je comprenne les résultats qu'il me donne et que je sois capable d'interagir avec lui. Alors, ça, je pense, ça dépendra du type de structure. C'est-à-dire qu'effectivement, plus l'entreprise est grande, plus il y a moyen de faire de la progression transverse, c'est-à-dire on change de métier, globalement. Mais voilà, après, si tu es par contre dans une petite structure, on va te demander de faire tout, un petit peu tout. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, Ouais, tu vas travailler chez Roche, ils ont un département de modélisation et de in silico. Je pense que tu n'auras pas forcément grand chose à leur apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être que tu pourras avoir un input sur ton projet, mais tu auras une force de frappe tellement forte à côté que, voilà. Par contre, si tu es dans une petite structure, une CRO, une biotech, où effectivement, là, il n'y a pas forcément tous les postes bien définis de quelqu'un fait du silico, quelqu'un fait de la bio, quelqu'un fait de ça, effectivement, là avoir ce côté multifacette peut être bien.
Oui, dans le milieu académique, c'est pareil, hein, généralement, ce sont quand même des petits labos. On n'a pas tous la possibilité d'avoir des collègues qui font de la modélisation moléculaire. Donc, si tu veux être dans l'académique, au contraire, c'est très, très bien d'être multidisciplinaire. Donc, comme tu fais la mode mol et tout, c'est vraiment génial parce que de toute façon, la chimie maintenant est de plus en plus orientée avec la mode mol. Donc, si tu fais aussi de la bio, aussi les gens qui font les tests biologiques durant leur thèse, ça aussi, c'est un plus hein, pour être capable ensuite de mener à bien un projet de A à Z. Parce que comme je te dis, dans les petits labos, ben, des fois, tu es tout seul. Tu n'as pas forcément tous les aspects de la medchem, en tout cas dans la même ville. Donc, c'est vraiment un point fort. Eh ben, merci, du coup, ça me rassure. Je n'étais pas sûr d'avoir fait des bons choix en développant des compétences en modélisation ou Ah en si, biologie. au Mais au contraire. final, Va ok. voir ailleurs. Fais tout. Fais tout ce que tu peux. La mode molle, de la bio, des tests, MTT, tout. Tu prends tout ce que tu peux prendre. La thèse, c'est fait pour ça. Et après, si tu veux, pour tes post-docs, tu pourras plus te spécialiser et montrer une compétence en particulier en fonction du métier que tu veux viser. Mais sinon, non, là, il faut en profiter. Là. Merci. Merci. On avait ensuite Algerne qui a levé la main. Je ne connais pas son prénom, désolé. Bonjour, c'est Alger Noémie. En fait, je voulais savoir pour vous, qu'est-ce qui justifierait que le doctorat soit obligatoire pour atteindre ce genre de poste, puisque, comme vous disiez, la chimie reste un support, et pourquoi Alors, après le master, dans quel milieu? dans, Académique ou industriel? non, industriel, Industriel, ok. Donc, faudrait que ça- puisque vous disiez que la chimie reste un support, et le but, c'est quand même de savoir comprendre et interagir avec les différentes disciplines. Donc, qu'est-ce que le postdoc apporte et pourquoi il serait obligatoire pour atteindre ce type de poste, alors qu'avant, ce n'était pas aussi restreint. Alors, par contre, vous avez parlé du postdoc et de la thèse dans la même question. Alors, duquel? De quel... Thèse, excusez-moi, PhD. En fait, la thèse, globalement, elle est censée démontrer votre capacité à mener un projet tout seul, enfin, quelque part. Enfin, certes, entouré, encadré, mais globalement, c'est votre projet à vous que vous êtes censé mener. Donc, c'est ça que ça démontre, en fait. Et certes, la chimie n'est qu'un outil, néanmoins, quand vous allez être chef de projet dans ce step-là, vous allez avoir un certain nombre de techniciens avec vous qui vont faire les synthèses et elles ne sont pas forcément faciles. Il faut trouver enfin, sur la partie chimie, la partie synthèse proprement dit, il faut pouvoir quand même proposer des synthèses de composés qui ne sont pas aisées et avoir un peu ce recul. Et en fait, globalement, avoir le recul sur de la synthèse comme ça demande quand même d'en avoir fait longtemps. D'accord? Certes, ce n'est pas du tout la même chimie qu'on fait en thèse et qu'on fait après, évidemment. La thèse, elle est censée montrer que vous êtes capable de résoudre des problèmes seul. D'accord. C'est effectivement parce que les réponses auxquelles vous aurez besoin ne seront pas forcément dans les livres, dans la biblio. La biblio, elle est immense. Mais l'idée, nous, c'est d'avoir des molécules qu'on n'a jamais faites, qui sont innovantes, qu'on n'a jamais fait. Donc, il faut avoir un peu ce feeling, un petit peu se dire, ça, c'est possible, ça, c'est pas possible, ça, je le ferai comme ça, je le ferai comme ça. Et ça, souvent, c'est une compétence qu'on acquiert après le master, en fait. Le master, globalement, on apprend effectivement toutes les réactions de base, on apprend beaucoup de listes de réactions, mais de là, les mettre en œuvre tout seul, enfin, de faire un choix de séquence seul, de possiblement une séquence de, je sais pas, 10 réactions, ça, souvent, ça intervient un petit peu plus tard, en fait. D'accord. Clément? Oui, moi j'avais une question plus par rapport, donc, du coup, pour devenir maître de conférence. Comment ça se passe d'un point de vue, alors je vais dire, il y a un concours pour le CNRS ou quelque chose comme ça. Comment est-ce que ça se passe pour s'orienter dans cette voie-là? Parce que je crois qu'il y a plusieurs voies. Il y a pour être maître de conférence, changer de recherche, et c'est différent, je crois. Enfin, Oui. j'avais cru entendre ça. Oui. Alors, si tu veux faire maître de conférence, donc après ta thèse, quand tu as soutenu ta thèse, il faut que tu déjà te fasses qualifier. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu envoies un dossier sur un site qui s'appelle Galaxy. C'est le site en fait du gouvernement pour l'enseignement et la recherche dans le supérieur. Donc, c'est la deadline c'est entre octobre et novembre. Donc, tu envoies un gros dossier scientifique. Ensuite, tu as la réponse où ils te disent « Ok, vous êtes qualifié ». Donc, ça veut dire que
vous êtes autorisé à candidater sur des postes de MCU en France. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de janvier, février, sur Galaxy, vous allez avoir en fait la liste des postes ouverts, donc dans la section donc, chimie, celle que vous voulez. Donc là, vous pouvez du coup candidater. Donc, vous envoyez votre CV, une lettre de motivation, pareil, une vingtaine de pages sur votre projet de recherche et d'enseignement. Et à partir de là, ensuite, on vous contacte en vous disant si vous êtes retenu à passer un oral. Donc, c'est-à-dire que là, vous devez vous déplacer dans la faculté qui recrute le MCU et passer un oral de 15 minutes, suivi de 15 minutes ensuite de questions. Ok. Donc Et, là, c'est pour la partie MCU. et il Pour faut la faire un partie- postdoc avant, ou plutôt faire un postdoc avant, ouais. Alors, c'est pareil. Moi, on m'a toujours dit, les postes d'MCU, il y en a très peu. Moi, quand j'ai passé le concours, il y avait 3 postes en France en chimie médicinale. Donc, Ah ouais. un à Caen, un à Limoges et un à Lyon. Et 3, c'est beaucoup. C'est une année Ah, vraiment où il y avait beaucoup de d'accord. postes. Donc, c'est entre 1 et 3, quoi. Donc, déjà, c'est pas beaucoup et il y a beaucoup de candidats. Donc, forcément, le discours qu'on m'avait dit, c'est il faut avoir un CV le plus fort possible parce que la concurrence est rude. Donc, le postdoc est quasi obligatoire. Avec, si possible, minimum 3 publis. C'est un peu les critères, enfin les gens qui passent à l'oral, c'est au moins un postdoc et 3 publis. Et va y Donc, avoir une... Oui, pardon. et du coup, moi, j'ai pas fait de postdoc. Enfin, je parle de postdoc Hmm. à l'étranger. J'ai fait en fait un ATER. Ouais. Bon, c'est un peu comme un postdoc, mais avec de l'enseignement. Mais de postdoc en tant que tel, j'en ai pas fait et je suis même pas partie à l'étranger. Donc, Ok. il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais CV. Il faut être là au bon endroit au bon moment. Et c'est surtout en fonction de ce que l'équipe veut, en fait. Hmm. Donc, bien sûr, essaie d'avoir le max de public possible. Mais n'hésite pas à candidater sur des postes de MCU, même si tu n'as pas de postdoc. Hein. Il faut Ok. tenter sa chance. D'accord. Et si on fait le chargé de recherche, enfin, si on fait l'autre concours pour chargé de recherche, Ouais, alors là, par contre, c'est compliqué aussi parce que chargé de recherche, là, par contre, c'est par le CNRS. Et là, par contre, c'est quasi obligatoire le postdoc à l'étranger ok. et avoir beaucoup, beaucoup de publics. Parce que là, du coup, tu vas pas être, t'auras pas le côté pédagogie, tu vois, qui pourra nuancer, parce que eux, en fait, ils s'en fichent. Quand tu es CR, tu fais vraiment que de la recherche. Donc, au niveau scientifique, dossier scientifique, il faut que tu sois vraiment, vraiment très, très fort. Donc là, je te conseillerais plutôt de faire un postdoc à l'étranger. Oui, oui, Ok. Ok, bah, merci. je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, je suis actuellement en licence et je me demandais quelles étaient les villes en France qui sont les plus intéressantes, que ce soit au niveau industriel ou académique, pour ensuite aller faire un master et avoir une bonne insertion dans le milieu après. Et où sont les bassins, la chimie en ce moment, quoi. Bah, globalement, on est en France, donc forcément, beaucoup de choses sont à Paris. Paris, voilà, c'est la France, on est hyper centralisé, donc il y a beaucoup de choses à Paris, évidemment, beaucoup de pharma, voilà, qui sont à Paris. Il y a Lyon qui a été un bassin historique de la chimie et qui le reste encore. Effectivement, c'est assez dynamique pour les gens qui ne veulent pas aller à Paris, par exemple. Strasbourg aussi, la frontière avec le fait que ça la frontière avec la Suisse et l'Allemagne, en fait, Strasbourg-Mulhouse, hein, toute la frontière, effectivement, ça reste un truc assez fort. Donc, clairement, je pense que c'est probablement les 3 qui sont le plus fort. En tout cas, moi, quand j'avais cherché du travail, c'était les 3, voilà, où clairement, on sentait qu'il y avait du poste, mais c'était il y a 10 ans maintenant. Donc, bon. Voilà. Après, c'est aussi des villes où il y a des masters qui sont bons masters. Donc, c'est effectivement, enfin, c'est dire, c'est pas l'un ou l'autre, quoi. Dire, c'est, voilà, si vraiment le but, c'est de faire un master et de pouvoir trouver un poste derrière,
Effectivement, pouvoir trouver un stage en M2 dans la ville où on fait ses études, c'est pratique, évidemment. Donc, si le but, c'est d'avoir un combo, un bon master et une ville avec déjà une forte industrie chimique, ces 3 villes-là sont probablement les plus fortes, je pense, tout compris. Mais après des grandes, même à Bordeaux, à Montpellier, à Marseille, on peut trouver aussi, vers Nice aussi, il y a Nice, il y a beaucoup de parfumerie, de parfums autour de Nice, je ne trouvais pas le mot. Donc, qui ont aussi besoin de chimistes, hein, ça reste de la chimie, certes, voilà, un petit peu différente. Donc voilà, ce serait probablement les 3 villas. Après, voilà, Paris, il faut se loger, tout ça, c'est effectivement un peu compliqué, mais voilà, clairement, c'est les 3 villes les plus fortes, je pense. Bon, d'accord, merci. Et j'avais aussi une question pour le milieu académique, plus de ce côté-là. Est-ce que c'est pas, quand on fait la chimie médicinale, c'est pas compliqué de trouver un laboratoire qui ait à la fois des capacités d'accueil en chimie, avec des laboratoires de chimie et qui sont avec beaucoup de budget, et également des laboratoires en biologie qui sont là, d'avoir les 2 parties dans ce laboratoire, une seule institution. Est-ce que c'est pas compliqué à trouver? Alors, généralement, un labo de Medchem, c'est un labo qui a que des locaux de chimie. Moi, en tout cas, j'ai vu que ça. Mais on a des partenaires bio qui sont soit dans la même ville ou soit ailleurs. Mais de moi où je suis allée, quand je faisais les tests bio, en fait, c'était pas du tout dans mon labo. Je partais à l'hôpital ou dans un autre labo pour faire de la biologie. Mais ça, c'est pas un souci, hein. C'est pas un souci d'aller, je sais pas, à la rue d'en face pour aller dans un autre labo. Est-ce que tu pensais que la chimie et la bio, c'était dans les mêmes locaux, c'est ça? Ouais, dans ce que je pensais, c'était qu'il y avait une sorte de, dans le laboratoire, il y avait une partie qui était consacrée au développement de molécules chimiques, et qu'après, il y avait une autre partie plutôt biologie, on allait tester l'activité des inhibiteurs sur les enzymes ou Ouais, sur mais les protéines, etc. c'est pas le cas de toutes les facs. Ok. Mais en tout cas, c'est quand même vous qui, même si ce n'est pas le laboratoire de bio là où vous travaillez, c'est quand même vous qui allez faire les tests biologiques. C'est pas juste vous envoyer la molécule et après vous avez les Si, normalement, c'est ça. résultats. Là, ce dont je te parle, c'est que quand j'étais en thèse, Ok. en fait, j'avais pas de biologiste sous la main pour travailler pour moi. Donc, en fait, je faisais la chimie et la bio. Mais en règle générale, les équipes de chimie font les molécules et les envoient à des collègues biologistes. Rien n'empêche, D'accord. si tu veux faire de la bio, de te proposer, de dire, moi, je veux voir comment on fait, je veux faire les tests moi-même. Mais non, généralement, tu fais la molécule et tu l'envoies au partenaire biologiste. Donc, souvent, D'accord. il faut penser qu'en fait, c'est quand même des métiers différents et qui demandent de l'expertise différente et qu'on confie l'expertise aux experts, en fait. Donc, quelque part, c'est aussi normal. Quelque part, tu ne peux pas être expert en chimie, expert en biologie, expert en brevet et expert en tout. Il faut faire un choix. Donc, en fait, voilà. Souvent, c'est vrai que souvent, on envoie. On envoie. Proposer, ouais. Mais c'est possible de faire, si tu veux vraiment voir, si tu as le temps, tu peux le faire toi-même aussi. Mais il faut que tu sois encadré. D'accord. Merci. D'autres questions? Oui, du coup, j'ai une question, c'est pour revenir pour maître de conférence, tout ça. Du coup, vous allez devoir, quand vous êtes ATR aussi, vous avez dû donner des cours. Il y a Oui. une formation pour ça un petit peu, ou c'est juste, vous y allez, on vous lâche dans le grand bain et voilà? Non, j'ai jamais eu de cours sur la pédagogie, comment faire un cours, comment construire un cours, comment D'accord. parler. Non. Il y a juste là, depuis que je suis recrutée, qu'il y a des formations pour les nouveaux arrivants enseignants-chercheurs sur la pédagogie, mais en gros, avant, j'ai jamais eu de cours. Ok. Jamais. Et en faisant un chargé de recherche, par exemple, il y a moyen ensuite de donner des cours finalement ou pas? Ou c'est juste uniquement maître de conférence? Un CR, je pense qu'il ne donne vraiment pas de cours. Peut-être qu'il peut juste intervenir
à la demande d'un enseignant vraiment pour un cours particulier, mais le CR, c'est vraiment que la paillasse. Ok. Merci. Bonjour, j'ai encore une question. Pour quelqu'un qui voudrait faire, pardon pour le bruit, quelqu'un qui voudrait faire un doctorat, un post-doctorat à l'étranger, Oui. est-ce qu'après ce serait un handicap dans un sens si on veut s'insérer en France ensuite dans la recherche, revenir en France pour faire chercheur et passer concours CNRS? Est-ce qu'il faut être implémenté en postdoc en France pour pouvoir faire ça? Ou est-ce que si on est à l'étranger et qu'on revient en France ensuite, c'est possible quand même? Alors ça c'est une question qui arrive, enfin, qui est assez… c'est typiquement, quand même, les laboratoires aiment bien présenter en tant que CR des gens qui connaissent. Et donc, souvent, en fait, ce qui se passe en pratique, c'est qu'on fait un postdoc à l'étranger, et on revient faire un postdoc dans le labo dans lequel on postule pour CR, le temps qu'on postule, en gros. C'est pas… Voilà, souvent, il me semble que c'est comme ça que ça se passe souvent. Après, c'est peut-être pas le système comme il avait été imaginé à la base, mais néanmoins, en pratique, je connais assez peu de gens qui sont entrés CR juste après leur postdoc à l'étranger sans avoir jamais parlé au laboratoire ni rien. Généralement, en fait, on se met en relation avec le laboratoire chez qui on veut postuler. On s'accorde pour faire un peu de recherche ensemble. Et pendant que cette recherche se fait, on postule. Et, voilà. Et le laboratoire nous soutient normalement. Amanda, il me semble que c'est à peu près ça quand même pour CR. Donc, effectivement, non, ce sera partir faire un postdoc à l'étranger, ce ne sera jamais considéré comme une faiblesse au global. Par contre, effectivement, au moment où on postule, bah, souvent, il vaut mieux être d'accord avec un labo en France ou en France. Enfin, clairement, voilà, c'est plus simple. D'autres commentaires, questions? Oui, j'aurais une question par rapport à ce que vous venez de dire. Oui, Alexandre. Oui. À quel point sont valorisées les expériences à l'étranger avant un PhD, par exemple? Alors, bon, il y a déjà un truc qu'on n'a pas parlé, c'est que globalement, il ne faut pas être bilingue, mais il faut quand même avoir un niveau d'anglais qui est bon, on va dire, globalement. Parce que la recherche, ça se fait en anglais, globalement. Alors, les articles sont en anglais, les communications sont en anglais, on a des collègues étrangers, on a des collègues… voilà, donc déjà, rien que pour personnellement, ça aide. Ça, il faut être honnête. On n'est pas obligatoire forcément, mais clairement, voilà, on vit en anglais souvent. Après, voilà, si une expérience à l'étranger, c'est toujours valorisé, mais bon, au fur et à mesure, vous allez progresser dans votre carrière. Le stage que vous avez fait avant la thèse va perdre un petit peu sa force. Enfin, c'est normal. Comme maintenant, peut-être que ce que vous avez fait quand vous étiez en terminale, ça fait partie de votre parcours, mais ce n'est pas aussi important. Donc, c'est toujours bien, ça démontre la capacité de changer, adapter, pas avoir peur du changement. Souvent, on part un peu tout seul. Voilà, ça démontre des traits de caractère. Si vous avez en plus des marqueurs de réussite, un papier, une communication, un maître de stage avec un bon contact, c'est très, très bien. Mais c'est juste qu'au fur et à mesure où vous avancez dans votre carrière, bah, ce que vous avez fait en licence et en master, bah, ça perd un peu de sens, quoi. Non, c'était plutôt par rapport du côté académique, c'est-à-dire quand on cherche à avoir un PhD et donc on sort du master, à quel point c'est valorisé ou pas. Par exemple, est-ce qu'en France, c'est nécessaire d'avoir une expérience à l'étranger? Est-ce que si on veut aller à l'étranger, c'est nécessaire d'en avoir une avant, etc. Alors, alors pour la question, alors il y a plusieurs questions dans la question. Quand on fait un postdoc, une thèse à l'étranger, alors il y a souvent en fait la question du financement arrive. Et donc en fait, généralement, il y a un certain nombre de labos qui payent les doctorants avec leurs fonds propres, mais il y a un certain nombre de labos qui demandent que les étudiants arrivent avec une bourse, c'est-à-dire partiellement leur coût, quoi. Donc bah ça, en fait, on peut être en France, mais il faut se mettre d'accord assez tôt avec le laboratoire en face, à quelle bourse on postule, parce que souvent, c'est sur un projet de recherche du laboratoire. Donc forcément, voilà, il faut se mettre d'accord tôt, et souvent, c'est très tôt, parce qu'en fait, ça prend un certain temps. Donc ça prend au moins
un an avant pour ce cas-là. Après, il y a aussi des gens qui ont des bourses européennes, typiquement en Europe, et qui payent des gens en thèse sur ces fonds-là. Inversement, si vous êtes à l'étranger et que vous postulez en France, bah, non, ce sera bien, mais simplement, souvent, il faut quand même, on se rend compte, on ne peut pas juste postuler sur un projet sans se voir. Donc, il faut quand même pouvoir se voir, discuter. Souvent, ce qui se passe, c'est quand même, les gens souvent font leur M2 dans un laboratoire et enchaînent avec une thèse à la même place. Parce que voilà, pour les démarches administratives, c'est facile, on se connaît, on sait sur quel projet on va travailler. Donc, il n'y a pas de problème de fond d'être à l'étranger et de revenir en France ou d'être en France et d'aller à l'étranger. Par contre, il faut prévoir à l'avance. Parce qu'il faut qu'on s'organise, on pose des questions, on envoie des candidatures chez les gens et tout ça prend un peu de temps. Et sachant que les thèses commencent souvent en septembre ou alors en janvier éventuellement parfois, il faut s'y prendre tôt en fait. C'est juste ça. Plus les démarches administratives peuvent être longues, plus il faut s'y prendre tôt, en gros. En tout cas, là, au moins la prise de contact avec les personnes. Justement, il faut demander si vous êtes en France, si vous êtes à l'étranger, il faut contacter la personne, dire voilà, moi, je veux venir chez vous, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut postuler? Est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce que vous avez tout ça? Et ça, c'est une chose qui prend un peu de temps, en fait. Donc, voilà, il faut prendre un petit peu de marge. Ça répond à la question ou pas trop? À moitié. En fait, je voulais juste savoir si, par exemple, en tant que Français avec une expérience, un stage à l'étranger, on est bien vu si on veut faire, par exemple, un doctorat, mais à l'étranger. Ou ils s'en foutent un peu. C'est-à-dire que si tu as fait un master à l'étranger, c'est ça? Non, juste des stages, par exemple. Des stages étrangers, bah oui, moi je pense que c'est toujours bien vu de partir à l'étranger. Hein. Oui, je pense que pour le coup, si tu es français, tu es à l'étranger, tu vas faire ta thèse dans un autre pays, aller les prendre en danger, c'est très bien. Enfin, les gens, en fait, c'est pas qu'on s'en fiche, en fait. Enfin, c'est que ça n'a pas d'importance dans le sens où c'est pas un paramètre qu'on va prendre en compte. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas parce que tu es étranger, tu es à l'étranger que c'est pas bien. C'est très bien, en fait, de bouger, de changer. Ça démontre que tu es capable de t'adapter, d'apprendre de nouvelles choses, des nouvelles langues. Peut-être que tu es parti 6 mois, maintenant tu es bilingue en espagnol, et puis tu vas aller en Suède, et puis c'est très bien ce profil-là, en fait. Moi, je dirais que c'est un point fort. Hein. Parce qu'on ne pourra jamais te reprocher d'être parti, mais on pourra te reprocher de ne pas être parti. Ouais, c'est ça. Donc, non, moi, je trouve que c'est... Oui, c'est très bien. C'est pas un paramètre qui fait qu'on dit « Oula, non, lui, c'est bizarre, il est parti et tout. » On sait pas trop. Non, c'est très bien. Ouais. Très bien. Dylan? Oui, donc moi je suis à la fin de mon stage de Master 2, j'ai déjà trouvé ma thèse et j'avais une question en rapport avec le réseau dans la Medchem. Donc en fait, est-ce que vous auriez des congrès ou des events qui seraient en lien avec la Medchem qui vous ont aidé pour développer votre réseau, vous, au cours de votre parcours? Alors moi, je suis très nulle niveau réseaux sociaux. Mais je parle de congrès en général, par exemple, ou je ne sais pas si... Oui, alors du coup, oui, il y a plein de... si tu regardes sur le site de la SCT, il y a beaucoup d'événements et de congrès qui sont sur la page d'accueil et qui sont très bien pour se faire des contacts et tout. D'accord. RICT, c'est ça? C'était, par exemple, ça, c'est les recherches, des rencontres de chimie thérapeutique. Ok. Donc ça, effectivement, c'est un congrès, je crois, qui est tous les ans, si je me souviens bien. Voilà, donc il y a Nicolas qui chapeaute un peu le groupe, qui vous met plein de congrès dans le chat. Merci. Je vous invite à aller voir. Donc ça, souvent, c'est des congrès qui sont payants, effectivement, mais bon, après, en accord avec votre directeur de thèse, il y a des prix extrêmement attractifs pour les étudiants, et je vous conseille d'en faire. D'accord. Ça peut être du coup valorisé de te faire ce genre de congrès. Oui, c'est bien. Ouais, non, mais c'est très bien, surtout pour voir en fait à quel point c'est vaste et à quel point en fait c'est immense et qu'il y a beaucoup de choses. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Lucien? Vous m'entendez bien? Moyen, mais allons-y. Alors moi je suis étudiant en pharmacie et j'aurais une question plutôt pour Amanda. J'ai passé le concours de l'internat et en fait je voulais savoir si c'était pas trop compliqué après avoir passé le concours de se remettre dans la chimie.
parce que bah, du coup, après 1 ou 2 ans, même voire 3 ans, enfin, on fait plutôt de la chimie en début, en licence. Savoir comment tu avais fait et tout ça. Tu prends quoi du coup comme filière? Je suis encore dans les choix là. Actuellement, je suis troisième sur liste complémentaire. Du coup, je suis soit IPR, soit PH. Enfin, de base, moi, je voulais faire de toute façon PH, mais je n'étais pas du tout fermé à IPR. Donc, c'est encore en cours. Je sais pas. Mais c'est ouvert, je pensais que les postes IPR étaient finis cette année, qu'il y en aurait. C'est la dernière année. D'accord, c'est la dernière année. Ouais, Ok. c'est la dernière année. Alors en fait, donc quand j'ai passé le concours d'internat, donc moi je savais que je voulais IPR. Donc en fait, dès que j'ai passé le concours, donc c'était en janvier. Bon après j'ai fini la 5e année, mais en fait j'ai commencé à réviser des cours de chimie organique en prévision du master 2 en septembre. Donc en gros j'ai passé mon été à réviser de la chimie orga. D'accord. Ok, Ouais. ça explique. Ça m'étonne pas parce que je me demandais Ah oui, non, si sinon avec c'est les mort, cours. hein. C'est pas avec la pauvre P2 de chimie orga. Ouais, ok, on est Non, d'accord. non, non, non. J'ai pris des bouquins. J'ai contacté les responsables du Master 2 que je voulais faire. Et du coup, ils m'ont donné des conseils. Prends ce bouquin-là, révise ça, ça, ça et ça. Ils m'ont donné le syllabus, enfin, le programme Ok. du Master. Et oui, oui, obligé. Sinon Ouais. c'est D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup. bon courage. Merci. Juillet, août, c'est bon. C'est booké. C'est ça. D'autres questions? N'hésitez pas. J'ai une question pour pardon, l'insertion en industrie. Enfin, je pense que, bien sûr, les diplômes d'ingénieur sont favorisés par rapport aux gens qui ont fait un master. Mais est-ce qu'on peut, entre guillemets, compenser ça avec un doctorat ensuite, ou est-ce sera toujours moins attirant sur un CV pour l'industriel qu'un ingénieur? Alors, globalement, non, le PhD reste le diplôme le mieux. Enfin, comment dire? C'est le diplôme enfin, pour un poste de PhD, être ingénieur, ça ne sert à rien. D'accord? C'est pas du tout, on n'acquiert absolument pas les mêmes compétences. Le poste de PhD, il supplante le diplôme d'ingénieur, globalement. D'accord, il n'y aura pas enfin, entre guillemets, pas de Non, différence entre. parce que quand on a fait une école d'ingénieur, on n'a pas élaboré de projet de recherche seul. D'accord. Le PhD, il est là pour ça, pour apprendre à monter un projet de recherche, répondre aux questions. C'est quelque chose qu'on ne fait pas en école d'ingénieur. Donc, une fois qu'on a le PhD, le diplôme d'ingénieur, pour continuer là-dedans, il ne sert à rien, en fait. D'accord. Par contre, effectivement, quand on s'arrête au même master, effectivement, là, il y a plus de compétition, d'accord, parce que c'est à peu près le même niveau. Après, c'est à voir avec l'employeur, mais nous, on a des gens qui sont des masters qui sont très très bien et des ingénieurs qui sont pas très bons et inversement. Donc ça après, parce qu'on peut faire une école d'ingénieur et ne pas avoir fait beaucoup de chimie orga au final ou de chimie, ça arrive. Et à ce moment-là, on sait moins de choses que quelqu'un qui a fait un master. Enfin, voilà, mais clairement, le diplôme d'ingénieur, il est pas au même niveau hiérarchique que PhD. D'accord? Ça, D'accord. c'est important, ça. Et d'ailleurs, de manière générale, il y a très peu d'ingénieurs qui font un PhD derrière. C'est contre-intuitif comme truc, en fait. D'accord, merci. En quoi c'est contradictoire qu'un ingénieur ne fait pas de PhD? Parce qu'en fait, on ne fait pas de recherche en école d'ingénieur. C'est ça que je veux dire. En fait, moi, pour avoir fait une école d'ingénieur qui est tournée vers la recherche. Donc déjà, voilà. Mais on fait assez peu de recherche proprement dit. Vraiment, on apprend de la gestion de projet, tout ça, mais il n'y a pas de recherche vraiment. Est-ce que vous voyez la différence entre ou pas? Oui, en fait, il n'y a pas toute la partie, on mène le projet, on le fait partir à la base avec de la biblio pour après le mener à bout.
Alors, ça, on apprend un peu à le faire, mais on n'a pas un projet innovant. Comment dire, c'est pas nous. L'ingénieur, en tout cas théoriquement, il a un projet à mener, mais c'est un projet défini avec des bornes. En thèse, le projet, il peut commencer d'un côté et finir complètement autre chose, parce qu'on se laisse mener par la recherche. C'est moins borné quand même, pas au sens être borné, mais le projet, il est moins borné en fait. Ok. Donc en fait, et ça, voilà, effectivement, ça peut ressembler un petit peu, mais je pense qu'un ingénieur vraiment, en fait, lui, il a un projet à mener, mais voilà, il est beaucoup plus fermé ce projet. Il a un temps, il a un budget, il a des choses comme ça à gérer, il se débrouille, tout ça, mais c'est pas de la recherche, c'est pas de l'inconnu, vraiment. Ok. D'accord? Et justement, c'est ce que la thèse est censée faire. Il y a un projet où il y a de l'inconnu, on va essayer de répondre à des questions, et le projet, il vit avec ça, en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pas la même chose. Tu veux dire par là que l'ingénieur, il est plus là pour exécuter un projet qui a déjà été… Alors, je pense que déjà, soyons honnêtes, dans le domaine de la chimie organique, c'est différent parce qu'il y a, comment dire, c'est pas de l'ingénierie, c'est pas vraiment pareil, quoi. Mais un ingénieur qui construit un pont, par exemple, il est ingénieur, voilà, le pont, il y a plein de paramètres à respecter. En chimie organique, c'est différent parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, on ne maîtrise pas tout. Donc, c'est un domaine un peu particulier, mais de manière générale, le diplôme d'ingénieur, il n'est pas là pour te faire faire de la recherche derrière. La recherche, normalement, tu dois passer par la filière universitaire pour la recherche, master et thèse. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, puis ça permet de découvrir des trucs. Et des fois, on se dit, c'est pas plus mal de ne pas avoir fait un G, en fait. Voilà. Après, globalement, il y a plein de passerelles, d'accord? Un diplôme d'ingénieur, ça ouvre des voies pour faire un M2 directement. Enfin, c'est pas étanche, d'accord? Moi, par exemple, j'ai fait mon école d'ingénieur et j'ai fait le M2 derrière et je fais une thèse. Voilà. Donc, c'est pas étanche, mais simplement, de base, voilà, je n'étais pas forcément parti pour ça. Et on ne peut pas passer directement d'ingénieur à la thèse. Il n'y a pas de… Alors, ça, c'est un éternel débat parce qu'en fait, le diplôme d'ingénieur, il n'est pas reconnu par le système universitaire, enfin, vraiment. Alors, on peut avoir une équivalence, il me semble, quelque chose. Bon, après, moi, c'était il y a un certain temps et ça a un petit peu changé parce que moi, je faisais une école d'ingénieur en 4 ans, maintenant, c'est en 3 et ça correspond pile au 3-2-3 maintenant, enfin, 3-5-8, quoi. Donc, je suis pas à jour de ça. Ce qu'on peut faire aussi, excusez-moi, moi j'ai fait une école d'ingé, mais en dernière année d'école d'ingé, on peut Voilà, faire un master 2 en parallèle voilà, pour c'est avoir ça. à la fois diplôme d'ingé, master et poursuivre sur la thèse après. Donc on Voilà, peut faire c'est les ça. deux un peu à la fois. Ok. Et justement, quand on vient d'ingé, est-ce que c'est pas plus simple de se diriger vers une thèse CIFRE, alors que quand on vient d'une filière master classique, c'est plus simple de se diriger vers un PhD académique? Non, enfin, clairement, non. En fait, il n'y a pas vraiment de lien pour moi entre les deux. Enfin, c'est par rapport au fait que le CIFRE, c'est partiellement financé par une entreprise, c'est ça? Oui, le côté vraiment industriel, ouais. Non, parce qu'en fait, il y a des thèses CIFRE qui sont très libres, qui sont vraiment presque de universitaires, dire vraiment genre sujet très libre. Et certainement, il y a aussi certaines thèses CIFRE qui sont beaucoup plus fermées sur un sujet fermé, mais tu vas aussi avoir des projets universitaires qui vont être fermés, qui vont être assez bornés. En fait, il y a un peu de tout. Non, non, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de lien. Non, non. Généralement, voilà, tu vas postuler dans un laboratoire, alors, ou sur un projet, ou dans un laboratoire. Il y a un certain nombre de sujets ouverts qui sont CIFRE ou non CIFRE. Et après, voilà, suivant comment tu communiques avec tes encadrants, tu peux, ou tu choisis un sujet, ou on te le donne. Enfin, bon, après, c'est à voir. Mais souvent, la question qui revient, c'est est-ce qu'avoir une thèse CIFRE, ça n'aide pas pour trouver un poste après? Souvent, c'est la question qui revient souvent.
Oui, effectivement, si l'entreprise qui a payé la CIF embauche derrière, bah, quelque part, elle te connaît un petit peu et ça aide. Mais il y a aussi des entreprises qui ont comme politique de ne pas embaucher leur thèse de CIF. Donc, voilà, c'est ouvert, quoi. Ok, merci. Moi, j'aurais une question sur les différents types de doctorats. J'ai encore du mal à comprendre comment ça fonctionne. D'un côté, l'école doctorale, de l'autre côté, les financements de l'ANR, les financements CIFRE. Est-ce que vous pourriez nous aider un petit peu à mieux comprendre comment ça se passe? Eh ben, celui-là, je te le laisse, Amanda. Alors, ben, comme tu as dit, pour être financé, tu as donc plusieurs types de financement. Soit, en gros, premier cas de figure, le laboratoire n'a pas de sous à lui. D'accord? Donc, il est obligé de demander à un organisme extérieur pour avoir des sous. Donc, la première possibilité qu'il a, c'est bien sûr d'aller voir l'école doctorale qui lui est rattachée, en fait. Donc, l'école doctorale, c'est en gros l'université qui gère tout ce qui est financement de thèse d'université. Donc là, c'est un concours qui est aussi quand même difficile. C'est un oral que tu dois passer des entretiens sur dossier avec l'équipe de recherche. L'équipe de recherche, ça dépend des écoles doctorales, mais choisissent un candidat qui va présenter donc, le projet devant un jury de l'école doctorale. Et là, du coup, tu es pris ou pas pris. D'accord? Donc, ce sont des concours quand même assez difficiles parce qu'il y a beaucoup de candidats et peu de bourses. Donc ça, c'est le premier financement. Deuxième financement, le laboratoire a demandé justement à l'ANR, donc c'est un autre organisme extérieur pour la recherche. Donc là, c'est le laboratoire qui monte un projet de recherche. Donc c'est quand même assez lourd, hein. Je crois que c'est 30 pages, enfin, c'est vraiment un dossier quand même assez lourd. Et c'est le projet en fait qui va être sélectionné ou non. Donc, c'est-à-dire que là, contrairement à l'école doctorale où la sélection se fait sur le projet aussi, mais surtout sur le candidat, là, pour l'ANR, le financement se fait sur la sélection, sur la solidité en fait, du projet. Donc, si le labo a été sélectionné pour ce projet-là, eh bien, il peut ensuite recruter le candidat qu'il veut sur ce projet-là. Et après, tu as l'autre cas de figure. Après, tu as d'autres types de financement. Tu as aussi tout ce qui est, si tu fais dans le cancer, tu as tout ce qui est la Ligue contre le cancer. Il y a quoi d'autre? L'ARC, je crois. Enfin voilà, tu as différents financements possibles. Et sinon, le dernier, c'est ce dont on avait parlé, ce sont les thèses CIFRE, où tu es en relation avec un industriel. Alors, vous pouvez m'aider s'il y a d'autres financements que j'ai oubliés, parce que je ne suis pas encore tout à fait au point non plus. De toute façon, globalement, en fait, peu importe la stratégie, ça reste quand même de prendre contact avec l'école doctorale qui vous, enfin, le laboratoire qui vous intéresse et vous transmettra les possibilités, en fait. Oui, en fait, le problème que j'avais, c'est qu'en fonction des écoles doctorales qu'on contacte, Oui. ils ne donnent pas les mêmes informations. Par exemple, je sais qu'à Strasbourg, ils présentent un couple projet étudiant école doctorale. Oui. À Paris, c'est un couple juste laboratoire projet. Et Oui. ensuite, ils peuvent greffer n'importe quel étudiant dessus. Donc, en fait, chaque école doctorale fait un peu comme ils veulent. C'est école doctorale dépendant, en fait. Donc, on ne peut pas faire des généralisations parce que ça dépend de l'école doctorale. Ok, merci. On va prendre une dernière question de Valentin qui a levé la main depuis quelques minutes et puis après on s'arrêtera pour cette première session. Vous aurez l'occasion de nous retrouver lors de prochaines sessions. Donc Valentin, je t'en prie. Ça marche, merci. Je me demandais si on veut faire un stage en master dans un milieu industriel, est-ce que les masters ont aussi des accords avec des entreprises? Enfin, je sais qu'en école d'ingé, ils font tous un stage dans l'école d'ingé avec des entreprises qui sont associées à l'école d'ingé.
est-ce qu'en master, il y a aussi cette possibilité-là ou est-ce qu'on doit fonctionner des contacts qu'on doit se faire à droite à gauche? Bah, ça, je pense que ça dépend un peu des... Il n'y a pas de règle, je pense. Genre, désolé pour la réponse, mais je ne sais pas s'il y a des si, il y a sûrement des masters qu'on voit de manière régulière des stagiaires chez des entreprises. Mais je pense qu'il faut être déjà dans le master pour avoir accès à ça. Non, je suis en ligne ou non? Non, je suis là. Ok, pardon, oui, merci, désolé. Mais ouais, en fait, oui, après, c'est ça, quelque part, c'est effectivement, les écoles d'ingénieurs sont assez fortes pour le faire, parce qu'elles gardent leur réseau d'anciens élèves, tout ça, elles l'entretiennent, et c'est un peu de la responsabilité des gens du master d'entretenir ça, en fait. Mais ça, après, voilà, je pense pas que j'ai de réponse, en fait. D'accord. Et après, j'avais aussi la question un peu opposée. Est-ce que si on veut faire ensuite continuer, mettons qu'on passe une école d'ingénieur à s'axer sur la recherche, et qu'on veut continuer à faire un PhD à l'étranger, est-ce que le diplôme d'ingénieur, vu que c'est quelque chose qui est assez français, Alors, je crois avoir compris la question. Tu coupes un petit peu, mais je crois avoir compris la question. Alors, normalement, je pense que maintenant, la majorité des écoles d'ingénieurs difficile couplent d'être leur reconnu dernière... à l'étranger? Désolé, j'ai pas trop de raison. Bah ouais, non, mais c'est pas grave. Je pense que la majeure partie des écoles d'ingénieurs couplent leur dernière année avec un master qui, lui, est reconnu. En fait, ça fait partie du 3, 5, 8 homologué partout, donc on reconnaîtra. Après, maintenant, beaucoup de pays savent qu'on a ce double système en France et qui existe d'ailleurs dans d'autres pays aussi. On n'est pas le seul. Donc, on peut toujours employer des périphrases qui expliquent à peu près ce que c'est. Voilà. Mais effectivement, voilà, pour postuler à une thèse à l'étranger, bah, effectivement, je pense qu'avoir un double diplôme, c'est pas mal parce que au moins, ça donne un marqueur que les gens connaissent. Mais après, la personne que vous allez avoir en contact, elle va vous demander, je sais pas, vos relevés de notes, quel est le cursus de votre école, tout ça. Donc, en face, non, souvent, c'est encore un moment où vous avez encore des personnes en face. Vous n'avez peut-être pas encore de filtre automatique. Donc, vous allez envoyer votre CV, on va vous répondre. S'ils ont besoin de précision, ils le feront. Donc, c'est pas encore le moment où vous avez votre CV en ligne avec plein de filtres directs. Donc, normalement, les gens sont compréhensifs. D'accord, merci. Mais effectivement, avoir un marqueur, un master, machin, ça au moins, pour eux, c'est simple. Voilà, Ouais, ça aide. c'est une valeur sûre pour eux. Merci. Merci. Ben, merci en tout cas à tous pour votre participation, vos questions. Un grand merci à Amanda et à Frédéric d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions. J'espère que, on espère que ça vous a plu. Et on vous retrouvera lors de prochaines sessions AMA si vous avez d'autres questions. Un petit questionnaire peut-être vous sera demandé pour avoir votre retour sur cette session AMA. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. On reste connecté ou pas? Ouais, on va rester, je pense. Oui. Ok.